Je t'entends parfaitement. Bon, bah super. Bon. Donc, on parlait donc de la General Lee qui se trouvait sur ton mur, mais j'imagine que c'était pas la seule voiture. Non, c'était pas la seule voiture. Il y avait General Lee, bien évidemment, parce que j'adorais le cinéma, les séries, les bonnes vieilles séries américaines telles que Chips, parce qu'on voyait des voitures à Los Angeles un petit peu partout. J'adorais cette ville. General Lee, forcément, avec cette série. Et puis des films tels que Mad Max. J'avais un grand poster de Mad Max aussi dans ma chambre. Donc j'étais fanat. Ah ben voilà, on voit cette magnifique voiture australienne avec ce gros V8 et ce compresseur qui sort du capot. Et quand j'étais petit, j'étais complètement dingue de ce genre de voiture. Alors, bien sûr, l'émission, on va parler de Wheeler Dealers, évidemment. Donc, Wheeler Dealers, tu peux nous expliquer le concept de l'émission? Alors, le concept, il est très simple, finalement. C'est un concept assez basique. Le but, avec mon co-animateur, c'est de… Alors, moi, je suis acheteur-négociateur de voitures. Donc, le but, c'est d'acheter une voiture et de la rafistoler, de la faire belle et de la revendre et de faire un bénéfice à la fin. Grâce à Aurélien, qui a des petits doigts de fée, évidemment. On voit mon co-animateur là juste à côté. Donc, c'est pas une émission de restauration de voitures, c'est une émission de rénovation de voitures. C'est-à-dire que sur certains épisodes, on va pousser la restauration, bien évidemment, et sur d'autres, on va faire des petites bricoles, la rafistoler, la revendre afin de faire un bénéfice. Voilà. Alors, les voitures, c'est généralement des voitures qui datent à peu près ça va des années 50 aux Young Timers. Donc, des véhicules de 30 ans. On peut démarrer sur des voitures du début du siècle. Hein. Là, je peux pas trop m'avancer là-dessus pour l'instant. Ça reste un petit peu secret, parce qu'on est en plein tournage de la saison 5 de Wheeler, mais on démarre sur une voiture du début du siècle, une très très vieille, une ancienne voiture. Et puis ça va jusqu'au Youngtimer. Il y a une forte demande sur les Youngtimers, donc les voitures des années 80, 90, des pré-classicars finalement. Il y a une belle demande et ce sont des épisodes qui cartonnent. Ouais. On parle de Golf GTI évidemment, d'Audi Quattro, tu vois, donc ça peut aller jusqu'à des voitures un peu plus chères évidemment, mais les Youngtimers fonctionnent très bien aussi. Donc en général, sur une saison de 12 épisodes, on a entre 3 et 4 Youngtimers. Alors c'est une émission qui est adaptée de la série britannique Wheeler Dealers avec Mike Brewer et Ed China. Vous avez su, Aurélien et toi, lui insuffler votre propre personnalité. Donc, le succès ne se dément pas en fait. L'émission a énormément de succès, elle plaît beaucoup, c'est drôle, c'est animé. Vous n'arrêtez pas de vous envoyer des pics. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais montrer un extrait de l'émission. Enfin, j'en ai plusieurs, mais on va commencer par le teaser. Une surprise, mon pote. D'accord. Une Ford Capri. Sans moteur. Non mais attends, tu déconnes? Même pas peur. Une Maserati. C'est une blague. Sans marche arrière. Je sens que je vais pas m'ennuyer, moi. Ça se gère. Les plus grands défis mécaniques. Voilà. C'est leur grand trip. Il y a un bruit de claquement. C'est du jeu au niveau des tiges de culbuteur. Je vais régler ça tout de suite. Car Aurélien et Jerry ont ce grain de folie des grands génies. C'est super caisse. Alors toi, quand tu choisis tes voitures, on dirait moi, quoi. Tu regardes l'esthétique, le tableau de bord, machin, et puis alors après, Aurélien, il est juste effaré parce que la mécanique, t'as pas fait attention. C'est un détail. Mon but premier, moi, évidemment, en tant que négociateur, c'est d'acheter une voiture, de faire un bénéfice derrière. Donc je joue beaucoup sur finalement sur le charme de la voiture. Elle me plaît. Je me dis bon là, à mon avis, il y a une belle histoire. Il y a moyen de faire un petit peu de sous. Donc heureusement qu'Aurélien est là pour me remettre un petit peu les pieds sur terre et lui, évidemment, c'est la partie mécanique, la partie concrète. Donc encore une fois, avec ses petits doigts de fée, j'ai bien la chance de bosser avec lui. Mais je t'avoue que depuis la saison 1, il a quelques petits cheveux gris qui commencent à apparaître un peu à gauche et à droite. Donc je le fais quand même pas mal bosser. Mais au final, on raconte toujours de belles histoires et c'est ce qui est important, c'est que comme dans la vie de tous les jours, dans cette émission, c'est un peu on joue la réalité. C'est qu'on arrive comme des petits marchands qui vendent des petites voitures d'occasion. On fait de temps en temps des bénéfices, des plus gros, des moins gros. Des fois, on revend quasi à perte. Donc, on essaye évidemment de passer le moins possible par cet épisode, mais ça arrive. Voilà. Des fois, on fait de beaux bénéfices, des fois un petit peu moindre. Mais en tout cas, à chaque fois, on partage de belles histoires entre nous et puis aussi on les partage avec les intervenants et les gens qu'on va rencontrer sur les rassemblements de voitures, etc., dans les musées, voilà. Alors, quel est le plus gros bénéfice que vous ayez fait sur une voiture?
Alors le plus beau bénéfice, je crois qu'on a fait des bénéfices qui atteignent les 10 000 euros, comme de temps en temps, on fait un petit bénéfice de 1 500, 2 000 euros. Alors des fois, c'est pas toujours justifié ce petit bénéfice parce qu'on a beaucoup de main d'œuvre. Donc ça dépend un petit peu du temps qu'on a passé sur un véhicule en fait. Mais je crois qu'on a atteint des bénéfices qui atteignaient pas loin de 10 000 euros sur une voiture évidemment qui a une valeur une valeur marchande qui est un peu plus élevée. Sur une voiture à 100 ou 150 000 euros, forcément, on peut faire un bénéfice assez facile d'euros. Sur une voiture qui en vaut 4, 5, 6 000, forcément, le bénéfice, il est moindre. Ça, c'est sûr. Vous avez déjà perdu de l'argent sur une voiture? Ça nous est arrivé, mais ça, il faut le dire à personne. Mais ça nous est arrivé de pas perdre grand-chose, mais d'avoir de mauvaises surprises. Ça reste jamais que de la mécanique, même si on est passionné de voiture. Donc de temps en temps, on n'arrive pas à détecter tous les problèmes qu'il y a sur un véhicule. Dans une motorisation, dans un moteur, forcément, il y a aussi des vis cachées. Donc ça nous arrive évidemment d'avoir plus de frais que ce que j'ai imaginé et ce que j'ai moi estimé au départ en achetant la voiture. Et malheureusement, ces frais font que, alors ça peut être de la main d'œuvre, ça peut être de la pièce évidemment, fait que on s'est un petit peu planté, on revend et des fois pas toujours à bénéfice. Donc voilà, c'est jamais de grosses pertes bien évidemment, mais ça arrive. Alors justement, à propos de petites pièces qui a l'air de rien, je vais remontrer un autre extrait de Wheeler Dealers. Mais elle est top, mais sérieusement, t'as acheté une Corvette Stingray? Eh oui! T'as pas hypothéqué le garage, j'espère, parce que là, ça va me faire moins rire. Hein. Mais non, t'es fou. Alors, t'en dis quoi? J'en dis qu'elle est belle, elle est même magnifique. Tu l'as payé combien? 60 500 euros. Bon, regarde l'intérieur, jette un œil. Allez, le colis piégé quand même, hein. Directement, le mec, le colis piégé, mais t'es fou. Regarde, la sellerie, elle est nickel. Le petit volant en bois d'origine, il est parfait. Non, elle est vraiment chouette, hein. Puis tous les petits manos. Ils fonctionnent tous? Oui, monsieur, sauf un. Ils fonctionnent pas tous, du coup. C'est quoi, c'est l'horloge qui déconne? Ah, contour. Le contour? Ouais, c'est pas grave. Non, mais attends, tu sais que c'est pas réparable, il va falloir en trouver un. Voilà, encore une fois, c'est un petit détail, juste un petit compteur qui ne marche pas, mais c'est pas grave, c'est juste le contour. Mais oui, il faut lui dire, c'est un contour. Elle est belle cette voiture quand même, elle est magnifique, non? Et on a réussi à faire un beau bénéfice, donc c'est ça qui est important. Bon, il travaille quand même pas mal. Heureusement qu'Aurélien est là, heureusement que j'ai mon co-animateur qui est hyper polyvalent parce que c'est un jeune gars qui peut tout faire. Il peut faire de la carrosserie, de la mécanique, de l'électronique. Il peut bosser sur des voitures du début du siècle, sur des youngtimers. C'est vraiment quelqu'un de très, très polyvalent, on va dire. Heureusement. Alors, j'ai eu Ray qui demande pourquoi pas les motos, pourquoi juste les voitures, hein? Eh bien, non, pas de moto, malgré tout. Je vais pas dire que c'est une passion, mais j'ai des amis et de la famille qui sont dans ce milieu moto, évidemment. On m'a souvent posé la question, mais dans l'émission originale, on n'a jamais vu de moto dans Wheeler Dealer, et ça reste un branding quand même qui est supervisé par Discovery Channel, et on reste sur cette lignée-là. Donc, mais peut-être qu'un jour, on prendra la décision de mettre une moto, on n'en sait rien, mais pas pour l'instant en tout cas. On reste sur l'automobile. On va dire qu'il y a de la matière dans le milieu automobile, hein, donc on en a encore pour quelques années. C'est vrai. Je pense que tu partiras à la retraite et tu n'auras pas fini. Donc. Exactement. Ouais. Alors, j'ai Steve Amselen. Coucou Steve, qui demande Monsieur Honda France, exactement, et qui dit justement, quand tu veux pour refaire une Honda ensemble, je dis ça, je dis rien, et vous êtes au top les gars. Voilà. Bien sûr, on a fait un très bel épisode avec Steve, avec une Honda NSX. C'était je pense, il y a 2 ans, il y a 2 saisons maintenant. Mais qui sait, peut-être une autre Honda un jour. Il faut qu'on en reparle, Steve. On se tient au courant là-dessus. Parce que bon, on parlait de ta passion pour les américaines. Là, c'est vrai que j'en ai montré 2, la Ford Capri et la Corvette Stingray. Tu as fait aussi beaucoup de françaises et tu fais aussi de temps en temps une Porsche. Et là, je vais montrer un petit peu de tout. Attention, la Capri, c'est pas une voiture américaine, hein. Elle est européenne cette voiture, mais oui, évidemment, ma passion c'est la voiture américaine, mais il faut qu'on partage un petit peu tout. On a un très beau patrimoine automobile ici en France, donc forcément, on a toujours minimum 2 ou 3 épisodes avec de la française, que ce soit encore une fois de la vraie ancienne, de la Classica ou de la voiture un peu plus récente, de la Youngtimer, mais on a bien évidemment tous les ans de la française. Il faut qu'on représente quand même Wheeler Dealers France avec quelques voitures françaises, et Dieu sait si on a de belles choses encore et de nombreuses années avec pas mal de voitures à faire de ce côté-là. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que la française, tu as une passion pour les américaines, mais tu as une passion également pour les allemandes et pas pour n'importe quelle allemande. Oui, voilà, exactement. Mais là, on a fait une petite 911 SC l'année dernière.
voiture qu'on n'a pas complètement restaurée. On l'a refaite avec une nouvelle peinture, avec quelques accessoires. Et on est resté dans de la modification relativement sobre. On est resté vraiment sur de la subtilité. On est resté en jantes Porsche, mais on a modifié. On a mis un diamètre supérieur. On l'a un petit peu descendu. On a mis des pneus semi-slick. Et voilà, on était dans une tendance un petit peu resto mode, comme on appelle ça. C'est-à-dire, il y a de la modification, il y a de la préparation, mais on garde l'esprit vintage et l'esprit du constructeur. C'est vraiment très important, que ce soit du côté de la sellerie ou des accessoires, des roues, des pneus, etc. On est parti sur une teinte qui n'était pas une teinte d'origine, mais qui était une teinte quand même une teinte Porsche, donc c'est important. Voilà, donc c'est une modification qui est subtile. Il faut faire attention à pas passer vers le mauvais goût. Donc voilà. Mais c'est un épisode qui a très bien fonctionné. C'est celle-ci dont tu parles? Exactement. C'est la petite Porsche SE orange qu'on voit là derrière dans nos ateliers. Que vous avez testé sur le circuit de Montlhéry. Ouais, on a passé une belle journée de tournage à Montlhéry et on avait un guest spécial. Alors oui. Alors attends. Qu'est-ce que t'en penses? Elle a une bonne tenue de route, les suspensions sont bonnes, la direction réagit au quart de tour et le moteur est puissant. Non, vraiment, c'est un plaisir de conduire une voiture de légende sur un circuit tout aussi légendaire. Alors, c'était pas n'importe qui, Magnus Walker. Ouais, Sir Magnus Walker. Donc, c'est un personnage, Magnus, parce que Magnus n'a pas réellement de voiture à vendre. Il n'est pas constructeur d'automobile. Il modifie pas il modifie des voitures, mais pour lui, pour son propre plaisir. C'est sa propre collection. C'est une passion qu'il a toujours eue depuis tout petit et depuis qu'il arrive aux États-Unis, parce que Magnus vient de Sheffield en Angleterre. Et voilà. Et puis on s'est rencontrés il y a quelques années aux États-Unis. On avait des amis en commun, vu que j'habite, moi aussi, je suis résident américain, j'habite à Los Angeles, pas très loin de chez lui. Donc voilà, ça a été une rencontre, on a partagé pas mal de choses. Je l'ai invité sur un rallye l'année dernière et on s'était dit, on fait une Porsche 911. Et s'il y a quelqu'un qui représente vraiment cette tendance un petit peu resto mode de road racer, aujourd'hui, c'est Magnus Walker. Donc voilà, on était ravis de le qui était donc, tu le mentionnais justement, invité sur un rallye que tu as organisé l'année dernière. Là, donc là, c'était derrière les Invalides. Exactement. Là, on est place Vauban. C'était la veille du départ de mon rallye. Et on avait fait un petit rassemblement justement pour célébrer sa venue, puisque chaque fois qu'il est invité, qu'il va un peu aux quatre coins du monde, en général, ils font un petit rassemblement comme ça et les gens viennent le voir de loin parce qu'ils sont voilà. C'est un mec un peu impressionnant avec sa grande barbe et tout. C'est un personnage vraiment particulier, mais non moins sympathique. C'est vraiment un super cool gars. On était ravis de le recevoir en tout cas sur mon rallye, puisqu'il a participé les 3 jours qui ont suivi sur mon rallye Pro Rider GT Cruising qui démarrait de Paris, qui se terminait à Saint-Tropez. Alors dis-moi, Jerry, là tu restaures des voitures dans les règles de l'art, en quelque sorte, pour Wheeler Dealers. Est-ce que tu es également tuning? Alors tu vas me dire, j'aime pas le mot tuning, c'est plutôt custom culture, mais bon, je l'emploie exprès pour ceux qui sont pas familiers avec custom culture. Donc, est-ce que toi tu es personnellement tuning? Alors je sais que tu organises tous les ans un voyage pour le SEMA Show de Las Vegas. Alors là, c'est le temple du tuning. C'est le temple de la modification automobile, on va dire. C'est compliqué quand on parle de modification automobile. Il y a des a priori quand on utilise le mot tuning en Europe, parce que ça n'a pas toujours été bien utilisé. Mais la custom culture, la modification automobile, c'est un peu la même chose finalement. À part que la custom culture, la modification automobile telle qu'on la voit là sur des street machines, des hot road ou des pro street ou des road racers, c'est une tendance qui est née après-guerre et qui est née dans un autre pays avec une autre culture, avec d'autres styles de musique, voilà. Mais c'est un peu la même chose. Si on parle de modification automobile, oui, évidemment. Dans Wheeler Dealer, on me connaît comme quelqu'un qui reste sur des voitures quasi non modifiées, mais ça fait partie de mes passions, bien évidemment. La modification automobile fait partie intégrante de l'histoire de l'automobile aujourd'hui, et surtout aux États-Unis. Voilà. Alors, aux États-Unis, toi, personnellement, tu conduis quoi? Alors moi, aux États-Unis, j'avais un petit peu de tout. J'avais beaucoup de voitures américaines d'origine parce que j'aime les voitures classiques, bien évidemment, à restaurer. J'aime ça. Et des voitures légèrement modifiées.
Oh, ben j'ai eu beaucoup de Chevrolet, en passant par les Chevrolet Camaro, les grands classiques, hein, Chevrolet Camaro des premières générations. Là, on voit une Chevrolet Nova, tu vois, les Chevrolet Nova première génération ou comme celle-ci deuxième génération, donc 70, 71, d'origine mais modifiée. J'adore les Mopars aussi, tu vois, une de mes voitures rêvée, ce serait une Dodge Coronet 67, une petite 67 RT. C'est une voiture que je kifferais d'avoir. D'ailleurs, mais dis donc, t'es bien documenté toi quand même. Hein. Alors, attends, parce que là, j'ai coupé mon téléphone. Hop, voilà, le téléphone qui m'a sonné. Mais voilà, mais après, j'aime de tout. J'aime pas que la voiture américaine. Demain, je vais voir. Oh, ben dis donc, un petit Chevrolet Cameo. Alors ça, c'est extraordinaire. Il est beau, hein. Il est beau, ouais, celui-là. Il est magnifique, avec une petite benne flare side, comme on appelle ça. Contrairement au benne step side où on voit le renfoncement de la roue et la benne un petit peu plus petite. Donc c'est un joli petit. Alors c'est un Apache ou un Cameo, je pense que c'est un Apache, tu vois, mais magnifique couleur. Ça vient rappeler les ailes des Chevrolet Bel Air 57, tu sais, à l'arrière. Donc c'est un utilitaire. Ah voilà, c'est un utilitaire, mais quand même très joli véhicule. Alors là, les Ford aussi, bien évidemment, ça reste. Alors là, on est carrément sur un drag vintage. On voit que les roues décollent à l'avant. Donc là, on est sur une piste de dragster. Mais les Ford, j'en ai eu quelques-unes aussi. Et puis, si on parle de Galaxy, etc., on en vient à un moment forcément à la Ford Mustang. Alors, je sais pas si c'était bien documenté. La Ford Mustang, c'est une des voitures que j'ai le plus démarché là aux États-Unis, que j'ai le plus vendu en Europe. Il y avait une forte demande sur cette voiture qui est très très populaire. Évidemment, les cotes ont explosé aujourd'hui. J'achetais à l'époque un coupé première génération, 64 66 vers les 4-5 000 $. Aujourd'hui, ça en vaut beaucoup plus. Alors, on évoquait justement le fait que tu as organisé des voyages pour le SEMA Show, mais il n'y a pas que ça en fait. Tu as un voyage qui s'appelle le Pro Rider GT Cruising que tu organises tous les ans sur la côte ouest. Ouais. Alors le SEMA Show, là, oui, c'est ça. J'ai commencé par faire le SEMA Show il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Donc j'emmène des petits groupes de Français découvrir ce salon de la modification automobile là aux États-Unis. C'est vraiment le salon de l'aftermarket. Et puis j'ai participé à des rallyes déjà à l'époque ici en Europe et aux États-Unis. Je me suis dit tant qu'à faire découvrir les États-Unis, c'est bien de faire un salon qui est statique pendant plusieurs jours à Las Vegas. C'est une ville qui est magnifique et extraordinaire. Mais les emmener aussi en road trip à travers l'Ouest américain, j'avais pas mal de demandes et j'ai créé ça il y a quelques années. Donc les Pro Rider GT Cruising, c'est deux produits différents. Les Pro Rider GT Cruising aux États-Unis, j'emmène les gens finalement faire un voyage et un road trip. Je fournis dans le package les billets d'avion, les hôtels, les voitures, les repas, etc. Et alors il y a la version européenne, enfin la version française qu'on a créée l'année dernière, qui est un rallye finalement où les gens viennent avec leur propre véhicule. Donc c'est-à-dire que moyennant un droit d'entrée, ils viennent avec leur voiture, mais qui est ici plutôt une voiture GT supercar moderne. Voilà, c'est deux produits un peu différents. Aux États-Unis, c'est vraiment un road trip où je fournis les voitures qui sont des voitures américaines, des muscle cars récentes, hein, bien évidemment, que ce soit Camaro, Chevrolet, Ford, évidemment. Et en Europe, donc le rallye qui ne dure que 3 ou 4 jours. En général, on démarre à Paris, on termine dans le sud de la France, on terminera à Monaco cette année. Les gens viennent avec leur propre voiture, c'est plutôt de la voiture GT et supercar. Donc Porsche, Ferrari, Lamborghini, etc. Alors justement, je vais montrer le teaser pour le rallye sur la côte ouest, donc le road trip sur la côte ouest. Avec plaisir. Allez, let's go! Hey, bonjour, brother! Hey, Jerry, this is not Paris. Welcome to downtown LA. Oh, man. I can't believe I'm in this car, man. Okay. I want to get some info from you on what you want to do. And Yeah, sure. color-wise. Are you ready, motherfuckers? See, this is real life in downtown LA with Exactly. Pro Rider TV. Like I always say, get out and watch Pro Rider TV. C'est pas compliqué, les amis. Très joli. Au revoir. Alors moi, qu'on peut dire, c'est que ça fait envie. Alors encore une fois, Magnus Walker qui fait la promo de ta chaîne TV, donc Pro Rider TV également. Mais alors là, ouais, c'est ça. On est sur un épisode de ma chaîne YouTube Pro Rider Télé. Voilà, on retrouve Magnus, on retrouve des voitures du GT Cruising telles que la Corvette qu'on voit là. On voit mes amis Charlie et Alex des SoCal Frenchies avec la fameuse Supra qui
qui développe presque 900 chevaux de mon pote Alex. Là, c'est un petit peu notre vie, notre lifestyle qu'on raconte à travers cet épisode là-bas aux États-Unis. Mais voilà. Alors, moi, je veux dire, c'est que ça fait très envie. Ouais. Ah ben en général, ouais. En général, il y a tellement de matière là-bas, tellement de belles choses à faire en termes de musées, encore une fois, de déplacements aussi. Partout où on va, on s'arrête dans les plus belles villes et on voit des endroits qui sont extraordinaires. Donc le fil conducteur, évidemment, c'est la voiture. On part en road trip, mais pour découvrir tellement de belles choses dans l'Ouest américain, c'est assez varié. Et sur une période de 12 jours, on voit des trucs différents tous les jours. Alors, dis-moi, Jerry, ouais. Ton émission, Wheeler Dealers, bon, c'est vraiment sympa, il y a de belles voitures, c'est didactique aussi, parce que alors, moi, je suis une biomécanique et j'arrive à apprendre des choses, mais je me suis laissé dire, en fait, que l'émission avait éveillé des vocations. Mm-hmm. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est un produit. On est là pour divertir avant tout, mais les gens apprennent des choses. Donc aujourd'hui, on a sur les réseaux beaucoup de retours. On le voit aussi quand on se déplace sur les salons tels que le salon Rétromobile qui a lieu au mois de février à Paris. Les gens viennent nous voir, nous posent beaucoup de questions. Il y a les connaisseurs évidemment et qui viennent avec de bonnes ou des fois de mauvaises critiques. Et puis il y a des gens qui qui viennent pour apprendre quelque chose. Donc aujourd'hui, on a des filles qui nous contactent en disant voilà, j'aimerais bien acheter une voiture, qu'est-ce que vous me conseillez? Comment la bricoler derrière? Qui contacter? Qui est-ce que je peux contacter en confiance? C'est souvent la question qui revient. On a des papas avec le gamin qui regardent 3-4 épisodes de suite et puis qui se disent bon allez maintenant on va dans le garage, on va bricoler la vieille voiture. Donc les gens apprennent des choses et il y a ce retour aussi aux métiers anciens, aux métiers qui sont en train de disparaître parce que dans l'émission on part à la rencontre de ces métiers, alors de nouvelles technologies, mais aussi de métiers anciens. Et comme les émissions de cuisine il y a quelques années, ça donne vraiment envie aux gens de découvrir la mécanique et d'apprendre aussi. Moi, il y a pas mal de jeunes qui prennent contact avec moi et qui me demandent où aller, quelle école faire, quelle école suivre, qui contacter pour apprendre finalement à bricoler de vieilles voitures. Donc, ça donne envie aux gens de revenir à de la bonne nostalgie, de bricoler sur sa vieille voiture. C'est bien de les regarder, c'est bien de rouler avec, mais c'est bien de tomber en panne et c'est bien de pouvoir les réparer, ces vieilles voitures. Bah surtout quand on roule une vieille voiture, il faut un petit peu quelques notions de mécanique. Quelques notions. Déjà commencer par savoir démonter une roue, quand on crève un pneu, la changer, et puis la bricoler un petit peu forcément, savoir d'où vient la panne, même si on peut pas la réparer soi-même, mais savoir d'où ça vient, savoir contacter un dépanneur ou un ami qui puisse venir bricoler, la redémarrer, et puis voilà. Donc avoir quelques notions, c'est quand même très important quand on roule en ancienne. Voilà. On peut pas rouler en ancienne quand on est dans son rush quotidien et toujours à la bourre en se disant bon là il faut que je sois à telle heure, je suis à la bourre. Avec une vieille voiture, c'est quasi impossible. Rouler en vieille voiture, ça doit être un plaisir. On doit prendre le temps de le faire et se dire ok, on part en balade. Si tout va bien, on fait une belle balade, mais potentiellement, on peut avoir une petite panne et puis il faut prévoir ça dans son timing. En tout cas, c'est toujours important. Alors, j'ai Alain Léonard qui te demande si tu pourrais faire la promotion des formations mécaniques et carrosserie. Allez, bien évidemment. Oui, c'est le moment de lancer un appel vers les jeunes qui nous regardent. Bien sûr. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ouvre vraiment des vocations, ce genre d'émissions. Et on le voit. Moi, je l'ai vu vraiment l'année dernière parce que j'étais beaucoup en contact avec l'école du Garac. Qui est une école ici en région parisienne et qui est une des plus grandes et une des plus belles écoles, les plus prestigieuses écoles en termes de mécanique et de technique. Et on a participé d'ailleurs à un rallye l'année dernière avec Marie, ma collaboratrice. Et c'est une voiture qui était préparée par le Garac. Donc c'était un rallye au Maroc, un genre de petit rallye raid. Et donc on était beaucoup en contact avec eux. Ils nous ont préparé la voiture et on était en contact avec les professeurs, avec ces petits jeunes, avec les élèves qui venaient poser beaucoup de questions et qui connaissaient tous l'émission, donc étaient super motivés de pouvoir suivre un show télé et de pouvoir dire ok, bah j'ai envie de mettre ça en application, j'ai envie de bricoler moi-même sur des vieilles voitures, j'ai envie de pouvoir les réparer, j'ai envie de pouvoir faire de la carrosserie, les restaurer. Ça passe par tous les corps de métier finalement. Il y a des gens qui tombent en passion sur de la carrosserie, d'autres qui pensent plutôt à de l'électronique, aux nouvelles technologies, d'autres qui pensent de vieilles mécaniques et puis des selliers. Enfin, il y a tellement de métiers dans le milieu automobile. En général, ouais, quand on est passionné, qu'on a envie de bosser là-dedans et de faire son avenir, de créer son avenir dans la voiture ancienne, on trouve toujours sa passion d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a des gens, comme Aurélien, moi j'ai beaucoup de chance, qui ont des doigts de fée, encore une fois, et qui sont capables d'être polyvalents, de faire toutes ces choses à la fois. Donc voilà.
Oui, parce qu'il faut quand même le souligner, votre émission, c'est pas non plus du pipeau. Aurélien est vraiment mécanicien. Ah oui, Aurélien est vraiment mécanicien. Et ça, je peux vous assurer que Aurélien, tu sais, c'est un show télé. Donc Aurélien, il est un peu à 70% de ses capacités dans Wheeler, bien évidemment. Les journées de tournage sont parfois longues. Pour voir une petite scène que vous voyez à la télévision qui dure 2-3 minutes, Aurélien, lui, c'est une journée complète de tournage. Donc c'est très long et tu sais, il faut faire, défaire. L'ingé son qui me dit tiens là, il y a un avion qui passe ou il y a un bruit, c'est pas bien. Donc les cadreurs aussi, tout ça, il faut faire des plans larges, des plans serrés. Ce sont des journées qui sont très longues. Et donc évidemment, c'est beaucoup de travail pour lui et pour l'équipe technique, bien évidemment, autour aussi. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il peut pas, c'est pas un atelier de haute technologie, Wheeler, attention. On va à la rencontre de ces technologies modernes, mais on travaille aussi à l'ancienne. On représente finalement deux petits marchands automobiles qui bricolent dans un garage, qui refont des voitures et qui les revendent derrière pour faire un petit bénéfice. Donc il est hyper polyvalent et il est capable de tellement de choses. Aurélien, il faut savoir qu'il a quand même un garage depuis des années maintenant qui s'appelle le Méca Rétrosport. Ils sont du côté de Saint-Hélier, donc pas loin de Rouen. Et voilà, il a sa petite équipe en famille aussi, il a avec sa maman et son papa qui sont dans ce métier-là. Et c'est un vrai passionné. Et il travaille sur des voitures anciennes, des plus récentes, des voitures de course aussi. Ils sont spécialisés Renault, mais ils peuvent bosser sur d'anciennes Porsche. Enfin, c'est un mec qui est hyper polyvalent, Aurélien. Vraiment, vraiment. Je le dis pas parce que c'est mon co-animateur et que c'est mon pote, mais c'est un mec qui est vraiment, vraiment polyvalent et qui est capable de plein de choses. Alors, on me demande ton film de course préféré et ton championnat préféré et ta voiture de course préférée. Oh, allez donc. Ma voiture de course préférée, c'est un peu cliché, mais une Ford GT, bien évidemment, ça reste le rêve de tout mec ou garçon qui aime l'automobile. Donc c'est une voiture qui fait rêver, bien évidemment. Une voiture que je pourrais jamais me payer, bien évidemment, j'en suis sûr, mais en tout cas c'est voilà. Et puis mon film de course préféré, Le Mans, ça reste un film quand même mythique avec le grand Steve McQueen, tu vois. Ce qu'ils ont refait là il y a un an ou deux, ils l'ont bien adapté. Donc ce film-là, c'était une merveille. Ouais. Avec la technologie moderne, le cinéma, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'était incroyable. C'est bien d'avoir connu l'original et de voir d'autres films, voilà. Et puis quoi d'autre? Et donc il y avait le film préféré, il y avait la voiture de course préférée, et il y avait la course préférée. Attends, je reviens sur les questions. Championnat préféré, oui. Oh, le championnat, je suis pas. Tu sais, quand tu es amateur de voiture, quand tu aimes l'automobile, c'est comme te demander quelle est ta voiture préférée. Il y en a tellement, évidemment. C'est un peu suivant l'humeur. Quand je suis aux États-Unis, bien évidemment, moi, j'ai toujours aimé, évidemment, les caisses américaines un petit peu customisées, etc. Donc forcément, le drag racing, j'ai toujours suivi ça. Le drag racing, les courses de dragster, finalement, qui se passent sur 400 mètres, c'est des courses d'accélération. Donc le but, c'est pas la vitesse à ce moment-là, c'est pas celui qui roule le plus vite, mais c'est celui qui arrive le premier aux 400 mètres. Et les courses de drag, c'est né vraiment dans les années après-guerre où les mecs faisaient des courses avec le hot rod entre deux feux et la distance moyenne, c'était du 250 mètres ou du 400 mètres. Et comme c'était interdit, bien évidemment, ils se sont mis sur des pistes d'aviation, sur des endroits privés. Et de là est né les courses de dragster, la NHRA. Donc j'ai toujours aimé ça, bien évidemment. J'aime la Formule Indy, j'aime la NASCAR aux États-Unis. Mais en Europe, évidemment, aller voir un Grand Prix de Formule 1 ou aller voir les 24 heures du Mans, c'est ô combien mythique, quoi. Ou alors se retrouver sur des courses de voitures anciennes ou des rallyes sur route ouverte tels que le Tour Auto. J'y participe maintenant depuis 3 ans. C'est un vrai bonheur, mais c'est un échange chaque fois et c'est des produits différents, c'est des courses qui sont différentes, mais à chaque fois, j'y retrouve la passion, quoi. C'est ça qui est le plus important. Alors, j'ai Cobretti qui me dit qu'il a une Golf 3. 2 chevaux fiscaux, boîte automatique, avec 160 000 km de 92. D'accord. Elle arrive sur ses 30 ans. Que me conseilles-tu, la garder ou la vendre? Ah ben ça, évidemment, c'est toujours la grande question. Moi, il y a tellement de voitures que je regrette d'avoir vendu, évidemment, mais malheureusement, c'est pas toujours facile. De pouvoir les stocker, toutes ces voitures, de les garder, ça coûte un peu d'argent, et puis selon les besoins de tout un chacun, ça dépend un petit peu. Moi, je te conseillerais de la garder, bien évidemment, tu vois, si elle prend de la valeur et que la voiture te plaît. Il y a aussi une valeur sentimentale avant tout. Je pense qu'avant de parler d'argent, c'est surtout une valeur sentimentale. Voilà, c'est une voiture, est-ce qu'elle a appartenu à quelqu'un de ta famille, est-ce qu'elle a une vraie histoire? Il y a des voitures qui racontent quelque chose et qui ont une valeur sentimentale avant d'avoir une valeur marchande. Donc, c'est ça qui est le plus important finalement. Si elle n'a pas cette valeur sentimentale, que tu as besoin de sous, tu la revends cette voiture, tu en rachèteras une plus tard.
Maintenant, s'il a une vraie valeur sentimentale, ben là, il faut la garder parce que rien ne pourra racheter ça plus tard. Donc, ça dépend un petit peu de chacun, du véhicule, de l'histoire qu'elle a et des moyens financiers que tu as, évidemment, des moyens que tu as de stocker ta voiture. Mais c'est à toi d'analyser tout ça et à dire, voilà, là, je fais une connerie, je la vends, ou alors j'ai vraiment besoin de sous, je la revends maintenant, j'en rachète une plus tard. Je suis passionné de voiture, mais une voiture, ça reste une voiture, ça reste un objet. Il y a des choses plus importantes dans la vie qu'une voiture aussi. Donc voilà. Et c'est un passionné de voiture qui te dit ça, hein, mais donc voilà. Et je peux pas analyser la situation pour lui personnellement. En règle générale, c'est mon avis sur l'automobile, bien évidemment. Voilà. Mais évidemment, j'ai vendu des voitures il y a quelques années que je regrette aujourd'hui. Je me dis, merde, j'aurais dû la garder, celle-là. Et puis quand je vois aussi la valeur qu'elle a pris entre-temps, c'est ça aussi des fois. Alors si tu n'avais qu'une seule voiture, ce serait laquelle? Si j'avais qu'une seule voiture, tu vois, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que je te demande si tu choisis entre ton papa et ta maman, toi, Stéphanie? Non, on est d'accord. Bah, moi, c'est la même chose. Je peux pas choisir une voiture, c'est pas possible. Est-ce que je garde l'automobile en termes de passion? Oui, je garderai l'automobile en termes de passion. Ouais. Pendant des années, ça m'a coûté très cher. Je m'étais dit là, il faut que je devienne un homme à un moment. Il faut que j'arrête de dépenser des thunes dans l'automobile. Et puis j'y suis encore. Aujourd'hui, je gagne un peu ma vie grâce à ça, mais la passion, elle est là, elle est toujours là. Et quand tu as une vraie passion, une voiture. Je parlais d'une Dodge Coronet RT tout à l'heure. C'est une voiture qui me plaît vraiment. Ouais. J'aimerais bien un jour avoir une belle. Alors, pas cette année-là exactement et pas ce modèle-là exactement, et pas la couleur non plus. Mais on se rapproche très fort de de ma Dodge Coronet RT de 1967 exactement. Attention, parce que la 66 c'est quasi la même et il y a des petits détails qui changent. Donc voilà, c'est une des voitures qui me va bien. Et ça. Et puis on retrouve cette fameuse Lamborghini Miura. Alors rien à voir, mais sans déconner, quelle beauté quand même. Tu sais quoi, moi j'ai cette voiture, je la laisse tout simplement. J'ai un beau loft, je laisse la voiture dedans et j'y touche jamais quoi. Et je la regarde. Ce serait dommage. Et je m'en donne pas en la regardant. Non, mais bien évidemment que j'y roule avec. Non, mais c'est sûr. C'est bien d'avoir une jolie voiture, mais moi, je suis plutôt partisan d'avoir une voiture qui n'est pas complètement restaurée aux petits oignons, qui vaut des fortunes. Je suis plutôt partisan d'avoir une voiture qui est saine, qui n'a pas été accidentée, il n'y a pas trop de corrosion, qui a sa petite patine, mais qui démarre, qui est réglée aux petits oignons par contre, et qui démarre au quart de tour, et une voiture qui est faite pour rouler sur la route, quoi. Alors tu me demandes, tu vas rouler avec quoi? Ben, ça dépend aussi de l'ambiance de l'endroit où je suis. Si je suis aux États-Unis, je traverse le désert, forcément, j'aurai une vieille américaine des années 50-60 ou 70. Si je suis en Europe, ici, ben, je traverse la campagne française et je roulerai plutôt en 2 chevaux ou en 4L, tu vois. Je prends autant de plaisir avec l'une ou avec l'autre. Voilà. Alors, si tu avais pu choisir, dans quelle époque aurais-tu vécu? Quelle période du XXe siècle aurais-tu choisi? Sans aucune hésitation, dans les années 50-60, quoi. Il suffit de se mater un bon épisode, un bon vieil épisode de merde, comment ça s'appelle, avec Fonzie, Les Jours Heureux, Happy Days. Mais voilà, je t'en parlais l'autre jour, c'est pour ça que tu as pensé à moi et tu as mis la fiche d'Happy Days avec Fonzie. Mais non, mais sans déconner, la famille complète, ils sont tous là. Alors attention, parce que Fonzie, quand même, tu vois, quand il donnait rendez-vous dans son bureau, tu te souviens, c'était dans les toilettes. Et il avait chaque jour, il a un peigne de couleurs différentes. Il faut quand même savoir un truc que tout le monde ne sait pas, c'est que Fonzie, il était un peu dyslexique, il avait des problèmes, il roulait pas en moto, Fonzie. Donc c'était le motard le plus réduit, hein, c'était le bad boy. C'était le blouson noir à l'époque dans la série. Là, on voit qu'un blouson blanc, mais en général, c'était un blouson noir. Et le mec, il arrivait souvent en bécane, c'était le motard, quoi. C'était le biker, en fait. Et ce mec-là, il savait absolument pas conduire une bécane. Donc, ils avaient construit sur le plateau un genre de skateboard géant où il poussait le skateboard avec la bécane dessus et lui dessus. Et ce mec-là, il conduisait pas une bécane. C'était pas un motard du tout. C'était pas du tout un biker, le mec. C'était assez marrant. Voilà. Pour la petite histoire. C'est pour la petite histoire. Ça va bien cette belle histoire avec des jours heureux pour les gens qui regardaient ça à l'époque et qui rêvaient d'être biker. Mais ouais, non, Fonzie, il était absolument pas biker du tout. Tu sais que mon chien s'appelle Fonzie, hein, et c'est à cause de Happy Days. Donc, c'est son petit air rocker. C'est son petit air rocker. Quand tu vas le retrouver, demande-lui s'il a un permis bécane. Tu vas voir s'il va te répondre. Les Fonzie sont des arnaqueurs, crois-moi. Fais-moi confiance. Il est où, Fonzie? Je suis sûr qu'il est là à côté de toi. Demande-lui d'ailleurs. Tu vois, il est pas là, sinon je vous l'aurais montré. C'est un basséhound. Je t'assure que. Va te planquer. On sait que t'es un marathoneur. Alors, j'ai Rasmus qui demande quel est l'avenir de toutes ces voitures anciennes prestigieuses avec toutes ces lois restrictives.
Bah ouais, on est dans un pays où c'est un peu compliqué aujourd'hui de rouler en voiture qui pollue, de rouler en voiture ancienne. C'est compliqué. Il y a des avis qui divergent évidemment, mais tout foutre sur le dos des voitures anciennes, en tout cas, c'est pas une solution parce que on a des voitures qui roulent très peu, qui roulent que pour les balades, qui consomment pas énormément. Il y a des voitures modernes qui consomment beaucoup plus, évidemment. On est sur des nouvelles technologies, évidemment aussi, sur l'électrique, sur l'hybride. Alors, il faut penser à notre planète, c'est quand même très important, mais gardons quand même quelques passions, quoi. Tout pollue à ce moment-là, tout ce qu'on fait pollue, donc gardons notre passion et interdire les voitures anciennes dans Paris complètement. C'est pas ça qui va réellement, c'est pas ça qui va polluer le plus en tout cas. La petite balade du dimanche matin pour aller boire un café, pour faire un coffee entre potes. Enfin voilà. Il faut combattre. Je suis désolé, ouais. Les collectionneurs de voitures roulent très peu en moyenne, hein, donc c'est vrai. Très peu en moyenne, et il y a un moment, il faut garder nos passions, quoi. Ça fait partie du patrimoine, tout ça aussi. Il faut sauvegarder tout ça. Donc, sauvegarder, c'est bien de mettre des voitures dans les musées, mais la voiture, elle est faite pour rouler. Donc, et puis pour aller voir les potes, pour se rencontrer. Et c'est pas les petites balades du dimanche matin qui vont faire que la planète va continuer à évoluer du mauvais côté, quoi. Je trouve il y a tellement de choses qui font polluer plus que ça, en tout cas. Non, puis c'est vrai que certaines sont de véritables œuvres d'art. Et c'est tout un art de vivre également, hein, autour de ces voitures de collection. J'ai Kurt qui dit, donc de Boston, qui nous dit que les années 50 fut une période de belles autos américaines et que les ailes lui manquent, les ailes magnifiques de ces voitures américaines. Ah bah ouais. Dan Kurt is talking English, right? Then we gotta talk English now. So, hey, what's up, Kurt? How you doing, man? Donc, Kurt parle français, alors Kurt parle très bien français. Kurt est un ami. On était au lycée ensemble aux États-Unis. Et Kurt parle très bien français. Ouais. D'accord. Bon, bah, inévitablement, pour nos auditeurs, là, on va parler français, hein, d'accord? Mais on aura pu parler anglais, alors. Donc, Stéphanie, tu maîtrises bien l'anglais aussi, alors, si je comprends bien. Donc, Kurt nous parle de ce que sont devenus, le design des voitures américaines des années 50, évidemment. Ces voitures étaient vraiment totalement exceptionnelles, quoi. Les années 50, c'est Bel Air avec les longues ailes, les Cadillac des années 60, enfin fin 50, début 60. C'était des voitures totalement exceptionnelles avec des designs qu'on retrouve plus aujourd'hui dans l'ère moderne, ça c'est sûr. Ils s'inspiraient pas mal de l'aéronautique à l'époque, hein. C'est vrai que ces voitures avaient soit des avants avec des capots immenses, des longues ailes pointues, enfin voilà, ça s'inspirait vraiment de l'aéronautique. C'était des voitures exceptionnelles, des trucs qu'on revit plus aujourd'hui forcément. Donc, pour ça qu'il faut préserver ce genre de voitures. Mais je suis assez fan évidemment des voitures américaines des années 50-60, vous l'aurez compris. Ben écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Non, bah, j'ai une heure à tuer encore. On a perdu beaucoup de temps tout à l'heure. Veuillez m'excuser encore une fois pour ces mauvaises connexions. J'espère que vous êtes restés avec nous, mais moi j'ai tout l'après-midi. Hein. Non, mais quand on parle de passion, tu sais, en général, on regarde pas sa montre. Hein, c'est pas possible. Ah non, Stéphanie. Non. Ah, il est déjà 1h20, c'est vrai. On a tellement de choses encore à se raconter, mais voilà. Mais je suppose que ça fera l'objet d'une nouvelle émission. D'accord. Si tu acceptes une nouvelle invitation dans les prochains mois, ce sera avec grand plaisir. Ouais. On fera une émission sur les chiens qui n'ont pas leur permis. Alors, vos bidons en famille, là, vous allez voir ce soir. Pose-lui des questions, tu vas voir, tu seras surprise. Il n'est pas qui il est, Fonzie. Ton chien qui s'appelle. Non. Il n'est pas qui il prétend. Bon, ravi en tout cas d'avoir passé un moment avec toi. Alors, j'ai encore une question. Alors là, maintenant, ça, voilà. Voilà, c'est pas fini. As-tu déjà rencontré c'est comme le film McCain. Allez, une dernière question, celle de Hué. As-tu déjà rencontré Jay Leno? Alors, je ne le connais pas très bien, mais je l'ai rencontré. Tu connais son garage, par contre. Pardon? Ah oui, par contre, tu connais son garage. Ouais. Ah bah, je veux bien sur le mien. C'est-à-dire un petit garage avec une voiture dedans. Non, Jay Leno, je l'ai rencontré au SEMA Show à 2 reprises, je pense. On a fait 2-3 shoots photos. On a des amis en commun, évidemment. Mike Brewer le connaît très très bien. Donc Mike Brewer, le représentant de Wheeler Dealers aux États-Unis. Mon pote Chip Foose aussi le connaît très bien. Chip Foose qui a l'émission Overhauling, qui passe d'ailleurs sur MC Découverte de temps à autre. Donc un ami aussi depuis quelques années maintenant, Chip Foose. Donc ils se connaissent aussi très très bien. On a beaucoup parlé de Jay Leno et on aimerait bien le faire venir un jour en Europe. Tiens, pourquoi pas sur un salon tel que Rétromobile, comme il est vraiment passionné d'automobile. On connaît sa collection, tout le monde connaît sa collection. On aimerait bien le faire venir. Bon, il est venu déjà en Europe, hein, il a parcouru l'Europe déjà, mais on aimerait bien le faire revenir. Qui sait, peut-être l'année prochaine. Voilà, j'en sais rien. Et je le connais pas personnellement.
mais un mec adorable. Un vrai passionné. Bah écoute, ça en fait un deuxième alors. Hein. Ah bah oui, bah, on n'est pas qu'à deux, il y en a plein d'autres aussi derrière. Mais non, un mec vraiment extraordinaire, mais que je ne connais pas très bien. Voilà, je dois retourner aux États-Unis là sur la période du mois d'octobre, novembre pour le SEMA Show évidemment, et j'ai pas mal de rendez-vous liés à ça, liés à quelques projets qu'on aura pour 2021-2022, et je devrais d'ailleurs normalement rencontrer Jay Leno, voilà, pour discuter un petit peu de tout ça et voir l'évolution pour l'année prochaine. Donc, ce sera l'occasion ou jamais de pouvoir reparler, de refaire une émission avec toi, de reparler de Jay quand j'aurai rencontré. Ah bah, tu sais quoi, une émission avec toi et Jay, ce serait extraordinaire. Ah, ce serait plutôt extraordinaire. Ah ouais, là, je suis assez partant. Bien évidemment. Bon, je t'appelle en direct quand je suis dans sa collection de voitures. Génial. On a une émission spéciale là-bas. Il y aura peut-être de mauvaises connexions. Et qui sait, peut-être qu'on aura un invité. Fonzie, le vrai. Ah ouais. Il fera pas une arrivée en B4. Et peut-être que depuis, il a son permis, hein. Parce que là. Peut-être que Fonzie a passé son permis. Parce que le mec qui pilote des avions aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai peut-être une mauvaise langue. Ah voilà. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Comment il s'appelle encore notre ami Fonzie, l'acteur, le vrai, hein. Ah, le nom de l'acteur m'échappe totalement. Si vous pouvez nous aider, là. Nous aider. Comment s'appelle l'acteur Fonzie de Happy Days? Il est devenu réalisateur, évidemment, après derrière. Mais, si, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai sur le bout de la langue. Hein. C'était vraiment une équipe talentueuse. Hein. Qui peut nous aider? Qui peut nous aider? Est-ce que quelqu'un va retrouver le nom de Fonzie? Réponse, les Cunningham. Oui, ça, c'est la famille. La famille Cunningham. C'est Herbert Fonzarelli, oui, bon. Mais bon, c'est son vrai nom l'acteur, en fait. Comment s'appelle? Non, c'est son vrai nom et prénom dans la série. De diminutif. Alors, c'est Fonzarelli, le nom de famille. Henry Winkle, c'est pas ça? Ah, oui, c'est ça, Henry Winkle. Ah oui, c'est ça que je cherchais. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, Fonzarelli, oui, et le prénom Herbert, il s'appelait… Non, Arthur, c'est ça, Kurt. Arthur Fonzarelli, ouais. Et du coup, c'était son vrai nom et prénom dans la série. Le diminutif, évidemment, Fonzie, mais c'est Henry Winkler. Voilà, exactement. Henry Winkler, oui. Au cinéma, mais qui n'a jamais, c'est jamais devenu un grand acteur, en fait. Mais voilà. Oui, contrairement à Richie Cunningham. Ouais. Ah bah oui. Une carrière. Oui. Lui qui a une vraie carrière de réal, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais écoute, Géry, merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci de nous avoir suivis. Et puis, désolé encore pour le petit contretemps avec cette mauvaise connexion. Je suis là, malheureusement. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Mais on s'est bien rattrapé, je pense, Stéphanie, hein, non? On s'est très bien rattrapé. Merci à toi pour ton temps. Je vous souhaite à tous un très bel été. Et merci d'avoir suivi donc sur Facebook, Periscope, Twitter et YouTube. Et pour ceux qui demandaient, le replay, bien sûr, est disponible. Merci. Voilà. À très bientôt. Mettez votre masque. Attention, c'est pas terminé. Protégez-vous. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Au revoir Thierry. Au revoir à tous. Au revoir Kurt. Bye bye. Bye Kurt. Take it easy.